Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Florian Ebner, chef du cabinet de la photographie au Centre Pompidou depuis 2017. Dans cet épisode, je souhaiterais qu'on parle de ton parcours avant d'arriver au Centre Pompidou, de tes projets au Centre Pompidou, et qu'on parle aussi un petit peu des évolutions passées et futures que tu peux voir dans le milieu de la photographie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur d'où tu viens, quel a été le cadre familial, où est-ce que tu as grandi, voilà, est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui avaient un lien avec l'image ou la photographie? Bonjour et merci pour cette première question. Oui, en fait, on va entendre que je suis d'origine allemande. Je viens du sud de l'Allemagne, de Ratisbonne, sur le Danube. Et en fait, je suis né en 1970 dans une famille avec 4 garçons et nous avons, mes frères et moi, en fait, toutes et tous un rapport assez étroit avec l'image. Et notre père était aussi en fait un amateur, photographe amateur, passionné qui a documenté en fait la vie de la famille. Pas plus, mais quand même il était très très engagé et il s'y connaissait bien avec la photo. Mon frère aîné Stéphane, il a fait l'école de photo de Munich avant de devenir finalement médecin, donc il a quitté le métier. Mon troisième frère Marcus, il a fait l'école de beaux-arts de Munich, donc il est peintre. Et mon deuxième frère Christophe, qui s'est aussi beaucoup intéressé à la photo, c'est finalement lui qui m'a appris de faire des agrandissements qu'on a fait dans notre salle de bain. Donc quand même vraiment un petit hommage aussi à ma famille, et je suis les cadets de voilà, et mes frères et mon père avaient un rapport assez étroit. Oui, encore, sauf mon père, ouais. Et quelle est la formation que tu as pu faire en Allemagne? En fait, en Allemagne, j'ai assez rapidement, après mon service civil, quitté l'Allemagne pour en fait rejoindre l'école de nationale de la photographie à Arles. Donc, j'ai fait le concours en 91 pour faire le diplôme en 84. Et après, j'ai quitté la France pour continuer mes études au bassin de la Ruhr, des études d'histoire de l'art. Et d'histoire, avec un point fort sur l'histoire de la photographie auprès de quelqu'un qui s'appelle Herbert Molderings, qui a enseigné là-bas, Katharina Sikora, donc des chercheurs, historiens de l'art avec un grand intérêt pour la photo, et notamment très proche du musée Folkwang à Essen, qui a une très très belle collection, et je travaillais là-bas dans un service pédagogique, donc on a fait beaucoup de séminaire avec et là-bas il y a en fait beaucoup d'institutions autour de l'art de la photographie, Cologne, Essen, Wuppertal, Düsseldorf, Dortmund, donc c'est une région où la photo jouait toujours un rôle important. Et du coup, quand tu as commencé l'école de la photographie à Arles, tu souhaitais être photographe. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça en fait. Donc c'était, j'ai quitté finalement l'Allemagne avec l'idée, avec un grand amour d'ailleurs pour la photographie française. Donc mes héros étaient le jeune Cartier-Bresson, Kertész. Donc c'était vraiment la photographie française, et je même pas trop compris tout au début cet engouement en France aussi pour l'école de Düsseldorf, donc de nos professeurs, et finalement bien sûr après. J'ai toujours eu, comment dire, un regard un peu mitigé aussi sur la scène allemande, même si j'ai bien compris après l'importance de l'école de Düsseldorf. Mais c'est vrai, au début, j'étais un peu étonné que, en fait, qu'il y a en fait un tel intérêt pour la photographie allemande en France. Pourquoi? C'est une bonne question en fait. Moi, j'étais vraiment, ça m'a énormément, disons, quand j'étais vraiment tout jeune, à l'âge de 20 ans,
la photographie française, comme j'ai dit, notamment le travail de Cartier-Bresson. J'ai dès le départ beaucoup aimé le caractère assez radical, surréaliste de Cartier-Bresson, surtout ses premières 20 ans. Et pour moi, d'abord, je me souviens très bien que quand j'ai vu en fait les grands portraits de Thomas Ruff et ses étoiles, j'ai trouvé ça assez choquant presque, comme j'étais tellement en fait humaniste à ce sens-là. Même si aujourd'hui j'ai une très très bonne relation avec Thomas Ruff et aussi j'adore aussi le travail de Gursky les premières années, surtout jusqu'à 2000. Donc j'ai eu maintenant en fait une compréhension bien meilleure, mais au début c'était vraiment la France qui m'a beaucoup inspiré. Et quel a été un petit peu le parcours de passer de l'autre côté, enfin voilà, de souhaiter être plutôt dans les métiers de la conservation, des musées, après avoir eu cette envie d'être photographe? Comment s'est fait le passage? Quels ont été voilà le cheminement? À Arles, il y a encore, mais il y avait déjà à l'époque une très belle bibliothèque. Et je me souviens d'avoir passé mes soirées, si j'étais pas au labo, à la bibliothèque. Et j'ai eu un amour vraiment profond de l'histoire de la théorie. Donc je me suis dit à un moment, il y a déjà tellement de bons et de bonnes photographes. Pourquoi pas en fait poursuivre plutôt des études autour de l'histoire. Donc j'étais pas sûr si vraiment aussi j'étais toujours un peu comment dire hésitant si je le courage de poursuivre une carrière d'artiste. Même si dans les années 90, j'ai continué à travailler en tant que tireur, j'ai fait pas mal de tirages pour gagner ma vie, donc j'étais toujours très très proche vraiment aussi de la matérialité, de l'image photographique, et j'ai poursuivi mon travail. Finalement, j'ai terminé mon travail ma dernière exposition personnelle était en 2006. Mais je me suis dit c'est bien d'avoir peut-être deux pieds, à la fois en fait un pied voilà autour de la pratique et aussi de l'enseignement. J'ai enseigné entre 2000 et 2006 et en même temps de théorie et une pratique d'écriture et à partir de 2008 aussi une pratique de commissaire d'exposition. Mais d'ailleurs, je suis toujours encore assez proche de la production. Les années, mais à Leipzig où j'ai enseigné étaient des années aussi extrêmement importantes et formatrices. Oui, est-ce qu'on pourrait reprendre du coup les différentes structures dans lesquelles tu as travaillé avant d'arriver au Centre Pompidou? Voilà, voilà. Donc Arles jusqu'en 1994, après l'université de Bochum jusqu'à 2000 en même temps, et c'était aussi une période importante, ce travail de pédagogue à la collection du Folkwang à Essen. Entre 2000 et 2006-7, donc à l'école de beaux-arts de Leipzig où je travaillais en tant que jeune professeur pour la classe de Tim Rautert et pour les études des 2 premières années. Et après 2007, j'étais assistant à Ute Eskildsen pour son projet Street and Studio pour la Tate Modern. Et 2008, j'ai remplacé un conservateur qui était à l'époque très malade, Ulrich Domröse, qui heureusement pouvait revenir, mais j'étais 10 mois à la Berlinische Galerie de Berlin, et entre début 2009, fin 2012, au musée de la photographie à Brunswick, et entre fin 2012 jusqu'à mi-2017, j'étais conservateur en chef de la collection photo au musée Folkwang à Essen. Voilà, et après je suis arrivé ici. Et du coup, comment a été fait ce choix de venir en France?
comment s'est fait la transition, quel a été le déclic, voilà, comment ça s'est passé de rechanger de pays à nouveau. En fait, bien sûr, ces 3 ans étaient extrêmement intenses à Arles et j'ai gardé aussi une bonne relation avec des amis, avec par exemple Arnaud Giesinger qui est ici en fait artiste et enseignant et professeur à Paris 8 et avec Clément Chéroux quand j'ai appris finalement que le poste sera libre au Centre Pompidou, j'ai réfléchi si j'ose faire ça, mais comme j'ai toujours entretenu et un peu suivi la scène française aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, j'ai toujours un peu suivi le travail de Bruno Serralong, par exemple, Mathieu Pernaut. Donc, j'ai toujours suivi un peu ce qui se passe en fait en France. À Arles, à l'époque, j'avais invité Valérie Jouve qui a fait vraiment 2 jours splendides à Leipzig. Donc j'étais toujours en fait aussi essayé de défendre et de présenter la photographie française à l'étranger, et c'est pour ça que j'ai quand même eu une certaine idée de la scène française. Et d'ailleurs, toute petite anecdote, je me souviens à l'âge de 19 ans, en 89, j'ai vu ici l'exposition à l'occasion des 150 ans de la photographie, donc de l'anniversaire, avec la grande expo L'invention d'un art, ici au Centre Pompidou, au 6e étage. Je me suis dit, waouh, quelle importance. En fait, la photographie jouit d'une telle importance en France, c'est quand même remarquable. Super, donc oui, c'est vrai que ça devait être assez beau de pouvoir travailler pour cette institution pour laquelle une exposition avait été assez important. J'étais vraiment impressionné par cette exposition. Et maintenant, quand je me souviens avec les pièces récentes à l'époque et aujourd'hui, quand on regarde ces pièces, sont devenues totalement historiques. En quelque sorte, la belle pièce Mes vœux d'Annette Messager, qui était à l'époque tout récent en fait, et aujourd'hui ça fait partie de l'histoire de la photographie du XXe siècle. Donc on voit aussi qu'on vieillit et que le temps passe, mais c'est aussi beau de voir en fait tous ces changements-là. Ça fait maintenant quelques années du coup que tu travailles au Centre Pompidou, mais quelles ont été un petit peu les différences que tu as pu voir entre travailler pour un musée allemand ou pour une structure allemande et travailler pour un musée français? Est-ce qu'il y a des choses, alors c'est vrai que je sais parfois avec les années on voit peut-être moins, en tout cas on s'est habitué, mais quelles ont été au début les différences dans la façon de travailler que tu as pu ou tu as dû toi-même t'adapter à ce nouveau système? Ce qui est assez en fait aussi un beau passage finalement, c'est aussi le fait que la collection du musée Folkwang construite par justement Ute Eskildsen, qui est une grande dame de la photographie en Allemagne pendant 30 ans, donc une très très belle collection, une des meilleures en Allemagne. Elle est assez complémentaire avec celle du Centre Pompidou, c'est-à-dire la photographie moderniste et les avant-gardes des années 20-30 de l'entre-deux-guerres y jouent un rôle important. Pour donner un très bel exemple, en 93, le Centre Pompidou et le musée Folkwang d'Essen a fait une grande acquisition commune d'une centaine même plus de photogrammes de Laszlo Molinowicz. Donc les deux institutions se sont unies pour acquérir ensemble cet ensemble unique d'une très grande valeur aujourd'hui, et c'est peut-être la dernière fois que des institutions européennes ont réussi à acquérir quelque chose qui se trouve aux États-Unis pour ramener ça en fait en Europe. Aujourd'hui, on le sait, c'est plutôt le Getty et les grands musées américains qui arrivent à acheter les trésors de la photographie. Et donc ça je trouve, et c'est encore une leçon, et c'est difficile en fait, on essaye de faire aussi des acquisitions communes, mais de trouver une énergie pour finalement arriver à faire aussi des coopérations d'une telle envergure. Donc le passage, c'est-à-dire, était pas si difficile du musée Folkwang au musée, au Centre Pompidou.
parce que quand même on a à peu près la même quantité de tirages, on a un point fort sur le 20e, même chose en fait au Folkwang, même si on a aussi quelques séries 19e là-bas. Donc c'était au niveau de collection, c'était intéressant, beaucoup de nouvelle objectivité, nouvelle vision au Folkwang, beaucoup de surréalisme ici. J'avoue, c'était sur un plan personnel plus dur les premières années avec la famille qui restait en Allemagne et c'était pas simple, j'avoue, hein, c'était difficile sur ce plan-là, mais finalement je me sens très à l'aise ici et ça marche très bien aussi sur un plan familial. Je trouve ça aussi intéressant qu'on parle vraiment du métier de conservateur au musée du Centre Pompidou. Quel est pour comprendre un petit peu quelles sont les différentes tâches, les différents projets. Et je pense que ce qui peut être assez intéressant, ce serait de partir d'une exposition et que tu nous expliques un petit peu quelles sont un petit peu les étapes pour construire une exposition et à peu près combien de temps ou combien de personnes peuvent être aussi investies dans un projet d'exposition. Ouais. Donc les deux grandes activités, c'est finalement poursuivre le travail des collections, conserver ce qu'on a et élargir cette collection. Et deuxième chose, les expositions. Donc, on a ici depuis 2014 une galerie de photographie. Donc, on est encore en fait avec une programmation de 2 à 3 expos par an, gratuits pour le public, qui servent aussi comme outil d'acquisition. Donc, c'est en fait quand même le souhait d'avoir des expositions photos pendant toute l'année pour être présent avec aussi une réflexion sur la photographie. Et outil d'acquisition, c'est dans quel c'est souvent en fait des pièces censées d'entrer en collection. Okay. Donc ça nous sert à avoir des très bonnes conditions pour acquérir un prix modéré, voire même des dons. Qui par la suite vont rejoindre les collections. C'est pour ça c'est un super outil et on essaye aussi en même temps de montrer aussi ou de présenter des parties de collection comme on a fait à travers les années. Je rappelle peut-être les 2 expositions dont Damaris Amaouit était le commissaire comme décadrage colonial et photographie armes de classe où on a justement travaillé sur la collection Bouqueret. Donc c'est un outil pour à la fois présenter la collection mais enrichir la collection et pour les autres projet qu'on a. Si je donne un exemple, cet été, au niveau 4, on avait la très belle présence de 2 grands projets. Un projet Julie Jones, qui était la commissaire de l'exposition Moy Vert, où on a présenté une grande acquisition sur laquelle moi j'ai longtemps travaillé de 6 contres de Moy Vert qui se trouvaient dans une collection allemande. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé sur cette acquisition majeure. Et l'autre projet était aussi un dialogue intéressant entre l'œuvre de Lynn Cohen, photographe canadienne déjà décédée, et Marina Gadonex, photographe française, pour laquelle l'œuvre de Lynn était une expérience décisive. Donc, c'est un projet, vous voyez, qui se prépare bien sûr bien en amont, mais tout d'un coup, on a eu la chance avec tout ce changement de calendrier encore dû au Covid, de la présenter au niveau 4, et pas seulement la galerie photo, sur vraiment 600 mètres carrés, et d'à la fois montrer l'histoire et la production contemporaine en même temps. Une exposition comme la nouvelle
la nouvelle objectivité, August Sander s'est bien préparé en amont parce que c'est une très grande exposition au niveau 6, galerie 1 sur 2000 mètres carrés avec ma collègue Angela Lampe et moi. On a justement conçu 2 expositions qui forment une avec un très grand parcours monographique du photographe August Sander, peut-être l'exposition la plus complète de Sander jusqu'à maintenant, mais en dialogue avec ses contemporains. C'est-à-dire, cette fois-ci, la monographie n'était pas réservée à un peintre comme Dix, mais à un photographe, et Sander qui a fait en fait l'atlas de la société de son temps, a traversé l'exposition comme une coupe transversale, un peu comme sa méthode photographique à travers la société allemande. Donc ça, c'est quelque chose qui se prépare 3 ans en amont avec beaucoup de collègues. Hein. C'est ici une grande machine avec des attachés de chargés de production qui gèrent tout avec la scénographie, avec tous les différents métiers qu'on a pour faire une exposition splendide qui finalement à l'époque quand même attirait en été 2022 déjà à presque 300 000 personnes après Covid. J'ai une question qui est comment dire qui peut être répondue par plein de façons, mais qu'est-ce qui est pour toi une exposition qui va être réussie? Qu'est-ce qui est pour toi indispensable? Comme une exposition comme celle que tu viens de nous parler, ou alors une autre, en tout cas, qu'est-ce qui est pour toi, voilà, quand tu sors d'une exposition et que tu te dis, voilà, vraiment, là, enfin, il y a plusieurs éléments, mais est-ce que tu aurais quelques éléments? En fait, une exposition essaie quand même toujours de jeter un nouveau regard sur quelque chose. Et je pense pour ce qui est un peu notre ambition de réfléchir aussi sur la forme, c'est-à-dire que la forme est significative. Donc la forme d'une exposition est quelque chose qui ouvre les yeux, qui rajoute quelque chose au tirage singulière dans leur boîte. Donc que la forme, par exemple, en fait, ce qu'on a essayé avec l'exposition de Gaston Paris, en fait, en coopération avec Michel Friseau, on a justement essayé de réfléchir sur un dispositif qui montre en fait, les différents enjeux, les différentes générations de tirages, les différentes fonctions autour d'un tirage, le passage du tirage sur la page imprimée, sur en fait aussi les différentes formes d'interprétation d'une œuvre et de trouver pour cela une forme significative. C'est-à-dire l'expo n'est pas tout simplement quelque chose qu'on accroche dans l'espace, mais à travers la forme de réfléchir sur une interprétation qui devient vraiment palpable et présente au-delà des textes d'introduction. Merci, je pense que ça va faire réfléchir pas mal de personnes qui créent des expositions. Et comment est-ce qu'on fait des expositions plus écologiques? Quelles sont les pistes de réflexion ou dans ton équipe ou au Centre Pompidou en général? Oui, en fait, c'est une bonne question. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser et pour un grand problème pour les expositions, ce sont le transport. Justement pour Sander, on a réfléchi sur une méthodologie de parler sur cette œuvre et de renoncer peut-être à voir le prêt de Houston et le prêt de Montréal et le prêt des en fait des tirages les plus beaux un peu repartis dans le monde entier. Donc on a essayé de se concentrer sur quelques prêteurs, mais ça a quand même très très bien marché pour décliner un peu notre idée autour de cette œuvre. Donc c'est sûr que pour les années qui viennent, le travail avec la collection est quelque chose d'important parce qu'on n'a plus les moyens de faire voyager en fait dans des caisses climatisées, dans des vols cargo, des choses. Voilà, ça c'est certainement une chose. L'autre chose est de réfléchir sur la scénographie. Pour vous donner un exemple, j'étais aussi un des 2 commissaires avec Marcella Lista de l'exposition de Hito Steyerl où l'artiste a justement opté après le Covid de recycler en fait
La scénographie de l'exposition précédente de Christo. Jeanne et Christo, oui, je réfléchis sur les deux noms, mais c'est ça bien, donc sur l'expo Christo qui a eu lieu en Galerie 2. Et finalement, elle a pratiquement adapté la scénographie. Elle a juste enlevé 2 murs, rajouté 2 autres, mais 80% de l'exposition était justement cette scénographie-là. Donc ça peut aussi, sur un plan conceptuel, être un enrichissement d'avoir en fait cette réflexion sur les scénographies existantes, de réfléchir sur en fait d'en faire partie intégrale de la réflexion. Et en parlant de bâtiments et de matérialité, comment ça va se passer pendant les travaux? Le centre Pompidou va être fermé à partir de l'été 2025 et normalement il va réouvrir, ce qui est annoncé en 2030, pardon. Voilà, comment vont être les projets et voilà, comment vous allez vous organiser. Enfin, l'équipe va s'organiser et les expositions vont avoir lieu. Enfin, voilà, dans quel espace. Ouais. Donc, on aura peut-être encore l'année prochaine une petite surprise concernant la photographie. Ben, on travaille sur ça. C'est sûr que pendant la fermeture, la photo, on aura des projets pour des expositions itinérantes dans les satellites. Hein. On travaille en ce moment sur un projet pour le Centre Pompidou Shanghai. Sur une grande expo sur les années 70 jusqu'à 2000, donc les 30 les 30 glorieuses pour la photo en quelque sorte, parce que ça accompagnait vraiment cette deuxième avant-garde d'artistes qui ont utilisé la photo dans les années 70 pour arriver d'un art moyen, pour citer Bourdieu, vers la forme tableau et la photo qui était dans les années 90 omniprésente dans les institutions, sur les marchés de l'art. Donc ça réfléchit sur cette période-là. On a des projets, on va aussi faire pas mal de choses pour le Centre Pompidou Canal Bruxelles, on verra pour Arles d'avoir peut-être une présence privilégiée. On a certainement assez de projets, hein. Et en plus, ce qui est très important, on va ouvrir 26, 27 les réserves à Massy, donc au sud de Paris, et cela, donc ça serait vraiment aussi, on aura beaucoup de travail autour de la conservation matérielle des œuvres, hein. Il faut pas accessible à tout le monde. Non, ça serait, non, oui, il y aura une bonne question. Ça serait en fait avec des lieux d'exposition où on va présenter les nouvelles acquisitions et des choses comme ça. Mais ce sont pas en fait des formes de dépôt ouvertes comme c'est le cas pour Rotterdam. Mais c'est sûr que ce centre Pompidou francilien sera ouvert au public avec une très belle salle d'exposition et d'autres projets. En parlant d'acquisition, j'avais pu entendre l'année dernière au Parlement de la photographie que tu parlais de Paris Photo en disant que c'était un moment clé pour découvrir des photographes et du coup faire des acquisitions. J'aimerais un petit peu qu'on parle de ce sujet-là. Quels sont les moments forts dans l'année où le musée fait des acquisitions? Comment ça fonctionne aussi? Quel est le lien avec les amis du Centre Pompidou? Voilà, un petit peu comment, parce que je pense que vous devez recevoir énormément de demandes, en tout cas donc comment vous faites pour que les acquisitions restent cohérentes? Très bonne question en fait. Le Paris Photo est un moment important parce qu'on se retrouve avec nos amis pour faire un comité d'acquisition. Donc c'est le cercle d'amis, le GAP, le groupe des amis pour la photo, et on a quelques coups de cœur en traversant en fait Paris Photo. Mais la majorité, la majorité des acquisitions se passe pas pendant Paris Photo, même si Paris Photo est important pour justement commencer à discuter
discuter sur des choses, rencontrer des galeries, des artistes, tout ça, mais on achète quelques coups de cœur. Hein. Les autres dossiers se préparent à très long terme. Très long terme. Et donc les acquisitions pour nous c'est surtout aussi une question d'interprétation, c'est-à-dire on regarde notre collection, on voit en fait les points forts et les points faibles et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut encore faire pour fermer ou pour combler des lacunes pour les points faibles. Il y a aussi des choses qu'on peut plus faire. Il y a des choses qu'on peut encore bien faire. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Par exemple, je pense qu'une certaine photographie américaine en couleur, l'œuvre de William Eggleston, par exemple, en fait, il y a tellement de collections dans le monde entier qui ont William Eggleston. Si on n'a pas de dons, ça serait difficile pour nous. On a d'autres lacunes qu'on peut encore fermer. Voilà. Donc, ça dépend un peu de la situation du marché, et de voir ce qui est vraiment nécessaire pour nous, hein, la photographie, comme j'ai dit, de l'entre-deux-guerres et ça fait partie en fait des points forts de notre collection aussi en peinture, hein, les années 20, 30, l'art moderne, ça fait partie du Centre Pompidou. On a une très belle collection. On est en train de fermer une lacune qui est justement la photographie japonaise de ce moment-là. Donc nous avons trouvé une mécène, une galerie et on essaye de voir de fermer cette lacune. Donc ça c'est encore possible. C'est plus difficile pour la photographie futuriste, par exemple. En fait, voilà, juste, je suis maintenant très détaillé. On a fait maintenant. Parce que futuriste, parce que les coûts sont très élevés. Sont très élevés. Voilà, il y a très peu de choses sur le marché, donc. Mais donc c'est un peu la situation d'interpréter une collection qui Alain Sayag a fait beaucoup pour justement l'entre-deux-guerres. On essaie de renforcer encore ce point fort. Et autre chose, on regarde un peu aussi la photographie d'auteur, la photographie européenne, où on a encore des lacunes. On a par exemple d'un photographe tellement majeur comme Joan Fontcuberta. On avait juste 2 pauvres tirages en collection, donc on a maintenant construit tout un scénario pour acquérir une série majeure qui est Fauna et d'avoir vraiment toute la série ici pour avoir vraiment un point fort, parce que je considère cette série vraiment assez importante et significative pour les années 80. Chaque achat a son histoire, mais majoritairement ou alors en pourcentage, c'est plutôt vous passez par des galeries, par des ayants droit ou plutôt par les photographes directement. Enfin voilà un petit peu comment chaque histoire est individuelle. Donc par exemple avec Joan Fontcuberta, on se connaît depuis longtemps, donc ce sont des choses qui passent vraiment directement entre artistes et institutions. Et pour d'autres, on passe par la galerie parce que c'est important aussi de soutenir la galerie. Mais finalement, comme je dis, nos dossiers se construisent depuis longtemps. On a aussi des relations étroites avec beaucoup d'estates, beaucoup d'artistes. Donc, chaque histoire est finalement individuelle. Ouais. Et c'est sûr que aujourd'hui, les galeries doivent peut-être aussi. C'est devenu pas facile pour les galeries, mais parce que aujourd'hui, à l'ère de l'internet, il y a une telle visibilité, hein, des différentes auteurs. C'est autre chose dans les années 70-80 quand ils ont présenté. En même temps, je sais qu'il faut soutenir leur travail. On essaye finalement avec nos amis de former ou d'encourager encore des collectionneurs à poursuivre leur travail. Et ça, je trouve, c'est aussi maintenant une tâche qui devient de plus en plus important de réfléchir aussi comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vraiment défendre la chose ou la cause de la photographie et de défendre aussi tout l'écosystème de la photo. Et quelles sont un peu vos pistes de réflexion pour soutenir cet écosystème? Bon, ça serait
déjà de garder la visibilité de la photographie dans nos accrochages, de dire la photo, c'est sûr que ce sont plus les années 90 et il faut pas se tromper sur ça. Et je pense que les galeries doivent devenir aussi un peu plus réalistes par rapport à leur estimation de prix. C'est plus cette situation-là. Il faut plutôt voir maintenant de construire ensemble, ou de consolider un peu le marché en étant un peu plus réaliste sur le prix. À mon avis, c'est aussi une histoire que des artistes doivent accepter, qu'on n'est plus dans cette situation-là. Donc, c'est un travail à long terme. Et est-ce que vous achetez parfois en maison de vente? En France ou à l'étranger, mais est-ce que l'achat aussi se fait C'est très difficile pour nous. C'est très difficile pour nous parce que normalement il nous faudrait toujours l'accord en fait de notre hiérarchie. Ça, c'est souvent aussi de temps en temps même des collectionneurs qui nous aident et qui l'achètent pour nous, mais c'est très difficile la vente aux enchères. Qu'il faut préparer et on n'essaye pas, on n'est pas à la chasse d'un petit tirage ici, d'un petit tirage par là. Ah, regarde, il y a ce Mario Giacomelli qui nous manque dans la collection. Donc on achète et on se rend compte que c'est en fait un tirage deuxième génération, mais on essaie plutôt de construire quelque chose à plus long terme avec ces estates et de voir, ou avec les galeries qui les représentent. Donc c'est plutôt un travail à long terme que de la chasse de l'image singulière, même si je sais qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver pas mal de choses pas chères sur le marché. Et est-ce que vous avez je crois du coup que c'est 2 fois par an les acquisitions. Est-ce que toutes les acquisitions du Centre Pompidou se font au même moment? Est-ce que c'est... En effet, on a d'ailleurs demain notre comité d'acquisition où on présente un jury officiel, les projets. Et c'est cette institution, donc c'est vraiment une procédure légale. Il faut passer par cette commission qui vraiment veille à ce que les prix ne sont pas sont vraiment en fait correspond à leur valeur, qu'il n'y a pas de copinage. Donc c'est vraiment un travail très sérieux. Je trouve ça en France vraiment sérieux et bien fait. Donc que tout cela est toujours bien discuté à travers le comité des conservateurs et des conservatrices et par la suite avec le jury officiel du comité d'acquisition. Et dans ce jury, c'est du coup des professionnels Des professionnels, ouais, des représentations d'autres institutions culturelles, des personnages du milieu, de l'art, voilà. Ah, oui, effectivement, c'est intéressant. Donc, c'est un long chemin pour que... C'est un long chemin, c'est un long chemin. Et c'est un long chemin, on n'a pas la même force de frappe comme les collections privées, c'est sûr. Donc il faut, pour nous, c'est pour ça, il faut construire les choses bien en amont et il faut trouver des mécènes, voilà. Donc c'est un travail à longue haleine, en fait, les acquisitions, ouais. J'ai une question qui est une grande question. C'est est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur les évolutions que tu as pu voir depuis que tu es conservateur, enfin depuis que tu travailles au Centre Pompidou, et est-ce que tu peux apercevoir dans le milieu de la photographie. Voilà, donc c'est une question, à chaque fois je le précise, mais qui est une grosse question, donc tu peux vraiment le prendre par l'angle que tu veux. Donc un petit regard sur le passé et puis en tout cas aussi un petit coup d'œil aussi sur le futur. Oui, c'est en effet une grande question. Donc si je rappelle ces années 90, qui étaient fin années 80, 90, la photographie était omniprésente, les prix sont explosés, Cindy Sherman, Jeff Wall, Gursky, toutes ces grandes figures-là. Aujourd'hui, la photographie est certainement devenue quelque chose qui n'est
comment dire, un peu en défensive, disons comme ça. Tout le monde parle aujourd'hui, en fait, de l'intelligence artificielle, des NFT, et je pense que c'est très important que le milieu de la photo ne se ferme pas devant tous ces développements. C'est-à-dire, il faut en tout cas éviter l'idée que maintenant la photo est quelque chose comme une technique historique, un peu un cabinet d'art graphique ou l'eau forte du XXe siècle, mais que de vraiment de voir comment en fait la photographie peut réfléchir sur notre temps. J'ai parlé en fait d'une artiste, Hito Steyerl, que j'ai exposé en fait à la Biennale de Venise en 2015, et c'est un travail qui a une telle radicalité, une telle intelligence d'interroger en fait les images qui circulent, les images partagées, le numérisme, le capitalisme numérique, et j'ai pas encore trouvé ça dans le milieu de la photo, de réfléchir de la même qualité sur ces images d'aujourd'hui. Et j'essaye quand même, je continue. On a ce projet Capital Image de Estelle Blache, qui est Armin Link, installé à la galerie photo. Donc, d'encourager toutes les recherches sur ce terrain incognita qui est l'intelligence artificielle, les algorithmes et de la façon dont ils déjà contrôlent notre vie. Donc, plutôt s'ouvrir sur cela au lieu de se fermer devant en fait l'avenir. Et encore une chose, je crois, pour le jeune photographe, je crois que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire pour l'appliquer, le projeter sur notre présent. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, par exemple, en fait, des artistes des années 70 qui ont justement cette deuxième avant-garde qui ont utilisé la photo pour documenter leurs performances, tout ça. Donc, il y a des jeunes artistes, je crois, un artiste à l'école de Lausanne, très jeune, français, Augustin Ligné, qui vraiment prend un peu les stratégies un peu subversives des artistes des années 70 pour l'appliquer à notre présent numérique. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui pourrait être super inspirant de réfléchir qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire pour poser cette question dans le contexte aujourd'hui. Et ça, je crois, c'est une grande chance pour développer encore beaucoup de travaux passionnants pour notre temps présent. Ma dernière question, mais du coup, là, tu viens de nous donner déjà pas mal de pistes. Est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes? Mais voilà, là, tu viens déjà de nous donner des éléments, et pour des conservateurs, pour des personnes qui voudraient travailler, idéalement au Centre Pompidou, mais en tout cas dans une institution. Voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour ces deux publics-là, pour des photographes et pour des futurs commissaires d'exposition? Peut-être ça, en fait, ça va dans cette même direction que je viens de dessiner. Je pense, ça serait intéressant de regarder l'histoire, pas par l'obligation, il faut connaître l'histoire, mais de regarder l'histoire et voir quand est-ce qu'il y avait en fait des moments de grande force innovatrice, et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce moment-là pour la phase contemporaine. Je crois que j'aime aussi tellement la photo et d'être aussi conservateur de photos, et je pense aussi mes collègues le font aussi, Julie, Damaris, Olga, et mes collègues qui travaillent ici. D'ailleurs, c'est une super équipe. Je continue avec Liliana, et Flavie et Véronique, avec Paul et Mathias de chargés de recherche en ce moment. Nous sommes vraiment une super belle équipe, et je crois que ce qui est intéressant finalement pour nous, c'est on ne vit pas dans une seule chambre le contemporain, où
les années 30, mais on vit en fait dans une grande maison avec beaucoup de chambres. Et c'est toujours un peu plus intéressant de vivre dans une grande maison avec beaucoup de chambres que juste dans une seule chambre. Et c'est ça qui est intéressant avec la photo, qu'on est tellement en fait à la fois dans l'histoire, même dans plusieurs décennies, plusieurs mouvements, styles, technique, vision, et c'est ça qui est tellement inspirant. Et voilà, peut-être c'est le conseil de justement, quand on est dans le présent, de comprendre le présent aussi à travers l'histoire. Échanger avec les autres pour s'enrichir dans sa pratique. Merci beaucoup, merci Florian pour cet échange très riche où tu nous as, on est revenu sur ton parcours, sur ce que tu fais au Centre Pompidou, sur aussi un petit peu des conseils et le futur que tu peux avoir en tout cas dans cet écosystème. Merci beaucoup et à bientôt. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!